Quand j'ai commencé ce métier, on vendait un peu de fonds euros, des SCPI et des unités de compte. Aujourd'hui, il y a des produits structurés, il y a du private equity, il y a les LFIT qui vont arriver. Il y a tout un spectre de solutions qui était inimaginable il y a encore une dizaine d'années. Eh bien, pour pouvoir adresser ces solutions à nos clients, il faut, là encore, reposer sur le principe très très simple de l'union fait la force. Nous remercions nos partenaires pour cet épisode. Madines, le média de référence sur l'économie de demain. Et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs. Engagé en faveur d'investissements responsables, BNP Paribas Asset Management offre une gamme variée d'ETF accessibles sur Shares et Shares Pro pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et conseillers en gestion de patrimoine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur le podcast Cash de Shares, on va recevoir Benoît Lombard. Benoît Lombard qui est président de Maison Laplace, DGD du groupe Cristal, mais DGA et porte-parole également du groupe Cristal, et enfin président de l'Union des CGP. Alors, qui est vraiment Benoît Lombard ? On va le découvrir aujourd'hui. Benoît, bonjour. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu ? Écoute, en face de toi, très très bien. Écoute, on est très content de se rencontrer. Je pense que c'était écrit qu'on ait cette rencontre, et donc plein de questions à te poser. Belle histoire encore, mais on en parlera de belles histoires. Alors, peut-être les questions que se posent les gens, puisque on te connaît beaucoup aujourd'hui dans tes fonctions dont on a parlé quelque peu, mais finalement, qui est Benoît Lombard ? Tu es né où ? Tu as grandi où ? Moi, je suis un provincial. Je suis né dans la région angevine et j'ai été élevé en Vendée, 8 ans dans un pensionnat à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort a créé, parce qu'il estimait que c'était bien les jésuites, mais il fallait peut-être aller un peu au-delà. Donc, Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, le pape Jean-Paul II est allé se recueillir sur sa tombe. Donc, formidable, un petit village aux confins de la Vendée, du Maine-et-Loire et puis des Deux-Sèvres. Alors voilà, donc je suis un peu un mix de tout ça, et puis élevé au bord de la mer, élevé à la Baule, élevé au Pouliguen, où j'ai passé beaucoup de temps. La mer qui est importante pour toi, on en reparlera. C'est fondamental, ma ressource. Et ensuite, Paris, quand est-ce que tu arrives à Paris ? Alors donc moi, je suis pensionnaire pendant 8 ans, donc à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et puis je commence mes études de droit, je passe ma licence de droit à Nantes, mais à Nantes, c'était bien sympa, belle ville, belle faculté, mais je voulais faire du notariat. Pour faire du notariat, c'était au Rennes ou Paris. Alors je me suis dit, quitte à changer de ville, autant aller à Paris. Et je suis allé à Assas, en maîtrise. Je me souviens, le challenge, il fallait que j'ai ma maîtrise en juin, il fallait que je l'ai avec mention. Si je voulais avoir droit, à l'époque, on disait DESS, maintenant on dit Master 2, droit au DSS de droit notarial, qui était piloté par Jacques Foyer, qui est le frère de l'ancien ministre Jean Foyer, ministre de la Justice, qui était également un ami du meilleur ami de mon père, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Donc c'est un petit univers déjà, voilà, on voit un peu l'écosystème, on voit un peu les gens qui se rencontrent et qui aident. Donc ça, c'est quand même un peu un fil conducteur dont on aura l'occasion de parler. Donc je passais mon DSN, droit notarial, passé mon DSN après, et puis assez rapidement, je me suis orienté vers autre chose que le notariat, parce que ce qu'on oublie, c'est que l'immobilier, dont on connaît la progression depuis des années, n'a pas toujours été le cas. Moi, c'est dans les années 91-92, il y avait une crise immobilière, et les notaires n'embauchaient pas. Je devais faire un stage, et bien mon stage, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait chez Paris Première, chez Canal+, pour Paris Mode. J'ai fait plein de petits jobs qui ont accompagné comme ça ma 6e et ma 7e année de droit. Donc tu n'as jamais été notaire ? Donc j'ai jamais été notaire, j'ai jamais exercé. J'étais notaire stagiaire, mais j'ai pas été notaire en tant que tel. J'ai jamais exercé en tant que tel. Et puis bien m'en a pris, puisque la gestion de patrimoine, ça a été un attrait assez rapidement par le président d'une banque, du CIO, là on est encore dans l'Ouest, le Crédit Industriel de l'Ouest, le CIO, Benoît de la Séglière, qui m'a dit, Benoît, t'as rien à faire dans ce métier de notaire, viens dans la gestion de patrimoine, viens dans la gestion de privé. Et il m'a ouvert les portes. Ça a du sens, parce que la gestion de patrimoine, on s'intéresse souvent aux produits, on en parlera tout à l'heure, mais avant tout, c'est du conseil et de l'accompagnement sur de la fiscalité. Ce n'était que du conseil, puisqu'en réalité, il n'y avait pas de master à l'époque 2, il y avait à l'époque un balbutiement à Clermont-Ferrand d'un DESS qui était consacré à la gestion de patrimoine, mais il y avait très peu de formation. Et à l'époque, les groupes recherchaient, entre guillemets, des vrais faux notaires que j'étais. Alors j'ai balancé mon CV à Paris et j'étais pris dans une filiale de la Banque Worms, c'est dû appeler, chez Vendôme Patrimoine, par Régis Delarollière et Patrick de Fayette. Et déjà, je me suis rendu compte des problématiques qui pouvaient exister politiques au sein d'un groupe, parce que j'étais pas à Banque Worms, j'étais pas UAP, j'étais Vendôme Patrimoine, 50% Banque Worms, 50% UAP.
Ah oui, d'accord. Alors quand il y avait des problèmes avec l'UAP, puisque l'UAP et la Banque Worms, c'était pas toujours des amis, même s'ils s'appréciaient beaucoup, enfin j'ai surtout vu quelquefois des dissensions, j'étais Banque Worms pour l'UAP, et j'étais UAP pour Banque Worms, ou Banque Worms pour Banque Worms, ou UAP pour UAP. Je trouvais ma casquette, c'était génial. Petite équipe d'une quinzaine de personnes, aux 9 places Vendôme. J'avais un bureau qui donnait juste derrière les jardins du ministère de la Justice. C'était magnifique, c'était super pour le professionnel que j'étais. Pour commencer. J'ai adoré. Donc j'ai aimé ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc c'est ton premier vrai job en fait. Mon premier vrai job, ouais. Mon premier vrai job de salarié, 94 jusqu'à fin 96, c'était Vendôme Patrimoine et j'avais 6 mois pour faire mes preuves. Je me souviens, on avait proposé un CDI. Je me dis, je veux pas de CDI moi, donc parce qu'un CDI on pouvait être viré après pendant la période d'essai. Ouais, je voulais un CDD parce qu'un CDD tu peux pas être viré. Et puis j'avais une prime si jamais j'étais viré et puis ça me laissait 6 mois pour travailler. J'étais 5e qui avait ce challenge. Les 4 autres n'avaient pas réussi à transformer l'essai. Transformé l'essai, ils m'ont gardé et je me suis occupé de l'ingénierie patrimoniale pour le groupe Banque Worms UAP. D'accord. Et on verra, l'UAP, il y avait Thémavie, il y avait Coralis, il y avait tous les contrats qu'on connaît encore. Donc c'était sur le volet technique en fait. C'était le volet technique, ouais. Voilà, donc tu accompagnais tes clients sur l'organisation de leur patrimoine, sur le volet technique, mais pas encore à l'époque sur réellement la création de stratégies financières. Où déjà tu avais. Non, c'était assez marrant parce qu'en réalité, qu'est-ce que je faisais ? Je conseillais les conseillers. Donc, et puis en fait, in fine, c'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui. On en parlera avec Maison à la Place et avec mes fonctions de DGD au sein de la Place. Mon objectif était à l'époque de pouvoir faire ruisseler des compétences en mode juridique et fiscal plus abouties que ce que savaient les conseillers. Et évidemment, dans le domaine juridico-fiscal. Alors évidemment, mon univers s'est élargi puisque il a fallu que aussi j'apprenne la finance. J'ai appris la finance, on va dire un peu sur le tas, mais j'étais prof à Subdeco pendant 15 ans. D'accord. J'étais prof au master de gestion de patrimoine. Maintenant on dit Wealth Management, donc c'est beaucoup plus. C'est très chic. L'anglais se glisse partout et contredit la loi tout le monde 94, mais ça c'est un autre problème. Ou l'ordonnance de Villers-Cotterêts. On aime bien l'histoire, j'ai fait beaucoup d'histoire, mais aujourd'hui on se rend compte que il y a le Wealth Management, l'anglicisme qui a pris aussi beaucoup d'importance d'autres métiers, alors qu'on conseille souvent des Français sur des problématiques franco-françaises. Mais ça, c'est alors dans les années 90, donc tu commences. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'état du marché, de l'écosystème ce qu'on appelle CGP ou des CIF aujourd'hui ? Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas de CIF aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à l'époque ? À l'époque, il n'y en avait pas. Il y a des indépendants, donc, comme on les appelait. Et puis, je rappelais, donc j'étais dans une filiale de la Banque Worms et de l'UAP. Et l'UAP avait une filiale qui s'appelait la Vigilance Vie, qui est devenue Thémavie. D'accord. Et qui avait créé le contrat Coralis Sélection qu'on distribue encore, que les CGP distribuent encore. Et là, Éric Le Baron s'en occupait, la personne évidemment connue, directeur général de Swift Life, ou président, je ne sais plus, mais cette personne était bien connue. Eh bien, c'était mon premier pas avec l'univers des indépendants, c'est qu'il y avait quelques indépendants haut de gamme qui travaillaient avec Thémavie, filiale du groupe, et où ils avaient besoin parfois, besoin parfois de conseils, et ils venaient voir Vendôme Patrimoine. Donc j'ai commencé à connaître l'univers des indépendants par l'intermédiaire de ce prisme. Et alors après ? Alors c'est une petite anecdote aussi. Donc moi, je suis un homme quand même qui est relativement libre. On m'a appris la liberté. Les frères gabriélistes m'ont appris la liberté. La liberté, c'est un élément qui est important dans le respect de l'autre. À un moment donné, on m'a dit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et puis, des amis, donc des Nantais encore, une famille bien connue à Nantes, m'a dit tiens Benoît, toi qui sais faire un peu de droit, de fiscalité, tu sais, mais j'ai pas envie d'être tout client de la banque, t'as des velléités de créer ta boîte et on sera tes premiers clients si ce que tu nous as dit existe. Et à l'époque, ce que tu nous as dit, c'est qu'on pouvait transmettre des boîtes sans payer d'impôts. C'était génial. Maintenant, c'est fini. C'était avant les réformes de 2001. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma boîte en 97, qui était Vitam. Assez rapidement, je me suis associé avec François Jubin. Donc, seulement 3 ans après avoir commencé professionnellement, tu crées ta boîte. Exactement. Donc tu avais déjà ce mindset d'entrepreneur. J'avais cette volonté-là. Puis alors, surtout, moi, je me méfie quand même un peu. Je suis un garçon quand même un peu prudent, même si jamais je vais vite. Je me dis, si je ne crée pas ma boîte, quand j'ai pas de charge, quand j'ai pas d'enfants, quand j'ai pas de famille, quand j'ai pas de dette, j'étais locataire d'un appartement sans chauffage, je me souviens, parce qu'il fallait faire des économies. Donc, pour mettre de l'argent de côté pour créer sa boîte, justement, eh bien, je le ferai jamais. Et donc, je l'ai fait à ce moment-là. Et merci. Donc, et puis, c'était sympa, j'étais libre, on pouvait faire plein de choses, mais la liberté a un prix.
il faut tout faire, il faut être multifacette. J'ai appris à devenir chef d'entreprise. Et assez rapidement, donc, je me suis rendu compte que mes compétences d'ordre juridique et fiscal étaient relativement qualitatives, sans pour autant me glorifier. Mais en revanche, en matière financière, j'étais beaucoup moins bon. Donc, j'avais des carences. Et bien, ces carences, on les a palliées avec l'association, avec François Jubin, en 99, qui m'a rejoint, et avec qui on a créé, on en parlera après, Wiseam, donc en 2011, et qui est devenue la société de gestion de portefeuille du groupe Cristal, avec un nouveau nom, Zenith-AM. Donc tu avais déjà en fait cette logique d'avoir un peu deux têtes, un côté AM, donc, qui te manquait au départ et que donc, tu as co-créé, et puis cette logique accompagnement, conseil, puisque c'est extrêmement compatible. Bien sûr. Et nécessaire en fait. Il fallait garder, j'allais dire, la liberté dans les préconisations qu'on pouvait faire en matière juridique et fiscale. Il fallait trouver la même liberté en matière d'allocation d'actifs. Et ça, François Jubin l'a développé au sein de la société de gestion que j'avais créée à l'époque avec Olivier Goua, bien sûr, et Xavier Antonios, 1, 2, 3. IM était un de nos actionnaires, c'était des amis, et ils avaient des besoins aussi d'avoir une société de gestion qui était susceptible de pouvoir servir la partie libre de leur FCPI et FIP. Olivier Goua, qu'on connaît bien dans l'univers des startups, qui est très actif et qui a un profil extraordinaire. Et qui est malheureusement atteint de la maladie de Charcot et qui porte justement, et cette année, 2025, c'est l'année de la santé mentale, donc c'est la grande cause nationale, et Olivier porte à des niveaux mais stratosphériques, je sais qu'il est aux États-Unis actuellement. Exactement, ouais. Donc porte à des niveaux stratosphériques, eh bien sa maladie, pour qu'on puisse en parler, puis qu'on puisse drainer des capitaux pour essayer bien sûr d'aider la recherche. Il y a eu un film et tout, donc c'est vraiment une personnalité extraordinaire. Si on doit faire juste un aparté sur Olivier, j'ai jamais vu un homme aussi volontaire, et y compris dans sa maladie. C'est un exemple pour nous tous, et franchement Olivier, je t'embrasse. Non, mais c'est en tout cas, on parlait, je crois, avant de commencer ce podcast, des rencontres humaines, et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont ponctué ta vie, donc là, en voilà une déjà, oui. Et puis il y en a eu d'autres, donc la personne avec qui tu cofondes, François Jubin. Est-ce que c'est des gens avec qui tu travailles encore aujourd'hui, François ? Bien sûr. François est advisor du groupe, donc il a pris un peu de recul parce qu'il y a des âges où on pense à aussi d'autres éléments que de travailler. Donc on sera tous atteints par cette limite d'âge. Non, il s'est mis un peu en retrait dans l'asset management, mais il est toujours advisor du groupe et il nous aide énormément. Alors on va avancer un petit peu, donc on comprend un petit peu ton parcours, la création de Witam. Combien d'années ça dure à peu près ? Witam, c'est 97, jusqu'en 2021, donc jusque la rencontre avec le groupe Cristal, avec Bruno Narchal et Jean-Maximilien Van Keese, et avec qui on a bâti, cofondé la place. Donc on aura l'occasion d'en parler. Et en quelques chiffres, donc pendant cette expérience, ça représente quoi à peu près ? C'est assez marrant parce que il y a quand même eu dans cette longue période des actions syndicales. En 2013, je pilotais 400 millions d'euros d'actifs conseillé. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mais en 2019, quand j'ai arrêté mon engagement syndical, dont on a l'occasion de parler, j'avais toujours 400 millions. Alors, j'avais pas beaucoup évolué. Donc, il y avait à peu près 400 millions d'euros d'actifs conseillés, mais aussi avec des marges très faibles, parce que j'avais une clientèle relativement premium, on va dire à la règle de 80-20. Donc, je faisais 80% du chiffre d'affaires avec la boîte Pareto encore, avec 20% des clients. Et on avait donc, on délivrait tout un tas de spectres de prestations relativement haut de gamme, donc des honoraires. Donc ça, c'est un point qui était important. Parce que c'était un modèle quand même multifamily office. C'était un modèle multifamily office. Du reste, j'avais changé de nom. Witam était du Witam MFO, parce que en réalité, ce qu'on délivrait comme type de prestations, c'était des prestations qui étaient régulées ou non régulées, mais qui reposaient tous sur le secrétariat général de problématiques privées à destination. Alors peut-être un petit point, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre un multifamily office et un CIF ou un CGP ou un courtier. Je pense que les business models ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut l'expliquer pour les gens qui nous Bien écoutent. Sûr. Multifamily office, on va avoir plutôt un business model à l'honoraire, et on va accompagner sur un peu 360 une famille. On est d'accord, hein. Family office, comment j'arrive à le family office, c'est dans toutes les boîtes, il y a un secrétaire général. C'est la personne qui est capable d'opérer, de regarder des opérations transversales dans un groupe, entre le directeur financier, le directeur commercial, le directeur des ressources humaines, etc. Le secrétaire général, le family officer d'une personne qui confie à ce family office ses intérêts, il est le secrétaire général de ses problématiques privées. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la transversalité. Il essaie de résoudre les besoins d'un client qui, soit il a cash-outé, il a vendu sa boîte, et il est mieux sur son yacht, il n'a pas envie de s'occuper de ses affaires, soit au contraire, il est aux manettes, et il travaille tellement
que son espace-temps est bien évidemment plus efficace à se consacrer à son activité professionnelle. Et ses activités personnelles, il les délègue. Il délègue à une personne qui est un maître d'œuvre, un architecte, un maître d'œuvre, un chef d'orchestre, auprès, bien évidemment, de toutes les personnes qui sont susceptibles de l'aider, les banquiers, les avocats, les experts comptables, si on devait rester uniquement dans le domaine purement franco-français. Eh bien, qu'est-ce que fait le family officer ? Il anime, et puis il essaie de résoudre des problèmes. Alors, c'est des problématiques qui relèvent de ou immobilier ou financier, mais aussi, ce que j'ai dit, tous les gadgets, la jouissance, le plaisir, les yachts, la philanthropie aussi, bien évidemment. Moi, j'ai créé des fondations en France, en Suisse, donc j'aide des clients, quand je dis que j'ai aidé des clients à créer, bien évidemment, des instruments qui sont utiles par rapport à leurs besoins. Oui, donc, c'est un partenaire. C'est vraiment un partenaire, main dans la main, exactement, avec aussi les compétences juridiques, fiscales, pour accompagner. Alors, ces compétences, elles doivent servir à poser les bonnes questions. Moi, je dis toujours à mes clients, vous êtes à peu près assurés que j'ai 99% de chances que je pose les bonnes questions, mais vous n'aurez pas toujours les bonnes réponses. En revanche, qu'est-ce que fait le family officer ? Il va aller chercher ces bonnes réponses, il va les mettre en adéquation avec les besoins sourcés, et puis, une fois qu'on a mis en place ces éléments, le travail ne s'arrête pas, c'est là où il commence. Il faut pouvoir le suivre dans le temps. Si l'on dit, il suffit que alors on va prendre un exemple assez simple qui a été un exemple concret, de chercher un pavillon pour un yacht. Une fois qu'on a trouvé le pavillon, il ne s'agit pas de dire qu'il est à Malte. Bon, tu as un pavillon maltais. Comment on fait ? Bien sûr. Il faut créer une société à Malte, il faut aller voir un avocat là-bas, il faut voir un expert comptable, il faut ouvrir un compte bancaire à Malte, et puis il faut animer l'entité qui va piloter et qui va détenir le yacht, avec bien évidemment les problématiques qui peuvent être celles des marins. Il faut trouver la sécurité sociale, puisqu'il y a une couverture sociale qui est relativement faible, donc des couvertures privées, etc. etc. Il faut l'aider dans le labyrinthe de ces difficultés. Alors justement, est-ce que tu as une anecdote de choses qu'on a pu demander à ton multifamily office, assez challenging pour toi ? Ouais, un challenging, ça c'est du temps de Vitam. On m'a dit, je cherche un club de rugby de première division. Oh. Donc j'ai une cible, qui est le RCT à Toulon. C'était Mourad Boudjedal qui le détenait, et je suis allé voir Mourad Boudjedal. J'ai créé une équipe en droit sportif, j'ai créé une équipe en taxes, donc en problématique fiscale, j'ai créé une équipe en corporate, et puis pour les due deals, on travaillait avec EY à l'époque, donc j'ai mandaté EY, et puis j'ai animé cette équipe pour aller faire une proposition à Mourad Boudjedal pour acheter le RCT. C'est un personnage haut en couleur, et on a eu quelques discussions assez vives, mais c'est un type, un garçon parfaitement intéressant. On n'est pas allé jusqu'à l'acquisition, parce qu'il y avait une problématique, bien sûr, de monnaie. C'est bien sympa de trouver un deal, c'est bien sympa de le référencer, mais il faut qu'on puisse s'accorder sur le prix. Il n'y a pas eu d'accord sur le prix. Donc, mon client n'a pas acheté le RCT. Mais ça, c'est un très challenging. C'était compliqué, c'était quelque chose que je ne referai plus jamais. On rachète pas souvent, on n'est pas souvent mandaté pour acheter un club de rugby de première division, mais ça c'était passionnant. Ça a duré une mission qui a duré 3-4 mois, donc là du coup avec des honoraires relativement conséquents. Génial. Non, mais c'est hyper intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui essayent de comprendre. C'est une mission spécifique que je ne ferai plus jamais. Mais c'est génial. Et trouver un pavillon maltais, je pense que je ne le retrouverai pas. On m'a demandé, j'ai trouvé d'autres types de pavillons, mais le pavillon maltais, je ne le ferai pas. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, il faut aller revenir pour travailler sur des sujets qu'on verra une fois dans sa vie et pas deux fois. Donc vous l'avez compris, si vous nous écoutez, vous pouvez tout demander à Benoît. Tout. Je ne sais pas si je ferai tout, mais en tout cas, je poserai les bonnes questions et j'essaierai de trouver des réponses. Alors avant de parler de la place et évidemment du groupe Cristal, peut-être un point un peu sur ton engagement, parce que tu fais partie, et c'est pour ça que j'étais hyper content de te rencontrer, finalement de ces personnalités qui ont co-construit en fait la profession. À la fois dans ton activité pro au quotidien, en la faisant vivre, mais aussi dans ton engagement syndical à la CNCEF et plus récemment à l'Union... CNCGP. CNCGP, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Désolé. Et plus récemment à l'UCGP. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton engagement ? L'engagement syndical, il repose d'abord un peu sur mon histoire. C'est collectif. Moi, j'étais élevé en pension, donc il faut conjuguer avec les autres. Et il faut faire avec les autres. Et il y a des domaines dans lesquels on a des idées. Et bien, il faut avoir des instruments qui peuvent permettre la promotion de ces idées. Mon engagement syndical, c'est en 2012, quand on a vu MIF 2 qui était en phase de construction et qu'on a dit qu'on avait une interdiction de rétrocession, tandis que ce modèle économique parfaitement vertueux était considéré par tous comme étant vecteur de richesse, à la fois
pour les clients et à la fois pour l'écosystème. Eh ben, je me suis voulu me battre contre ces moments-là. J'étais déjà à l'UCGP, secrétaire général, et on s'est dit avec l'UCGP, pourquoi pas porter une candidature. Et la candidature a été portée par Thierry Moreau. En 2013, il était élu, j'étais son vice-président. Malheureusement, Thierry est décédé 6 mois après. Et il a fallu prendre les rênes de la CNCGP, donc après avoir bien sûr remporté l'élection de 2013. Et donc je suis devenu président. Le conseil d'administration m'a élu à l'unanimité président et j'ai poursuivi cet engagement en 2016 avec un renouvellement donc, de ce mandat qui était de 3 ans, renouvelable une fois. J'avais modifié les statuts en ce sens pour éviter d'avoir, on va dire, des impétrants qui sont susceptibles de pouvoir conserver un pouvoir politique trop longtemps. Donc, ce qui n'est pas du tout dans ma ligne de mire. Et donc, du tout, l'homme que je suis. Et donc, l'engagement syndical, c'était quoi ? C'était de défendre un modèle économique. Un MIF 2 était passé. Entre-temps, il y avait des DA, la directive sur l'assurance. Et ce que j'ai voulu, c'était non pas MIFIDiser des DA, mais DDAiser MIFID. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, puisque DDA n'interdit pas les rétrocessions, n'interdit pas non plus le fait d'être indépendant ou non indépendant, ne parle pas de cette summa divisio, mais repose uniquement sur le fait que le preneur d'assurance, qui a un conseiller, on doit être susceptible de pas nuire à ses intérêts, ça c'est la moindre des choses, mais on doit lui apporter un service qualitatif. Et ça, c'était l'objectif qu'on a eu. Donc j'ai fait ça. L'obligation de conseil. L'obligation de conseil, un conseil qui est éclairé, un conseil qui est disclosé, des rémunérations qui sont elles-mêmes disclosées, et que l'on puisse, en vertu de cette parfaite transparence que j'ai toujours appelé de mes voeux, d'avoir droit à une rétrocession par les producteurs de solutions d'investissement financiers ou assurantiels. Et ça, c'était mon engagement syndical. Ça, c'est important. On a réussi. C'est hyper important pour les gens qui nous écoutent de comprendre aujourd'hui la rémunération du conseil, pourvu qu'il soit réel et effectivement qu'il y ait une vraie prestation, c'est la rétro-commission, la rétrocession par le producteur. Et à partir du moment où c'est transparent. Normal, et il faut que ce soit transparent, et c'est ce qui permet à toute une profession aussi de vivre et de fonctionner. Il y a une tentation, forcément en ce moment, depuis, on en parle de MIFID, à la transparence, l'hypertransparence, ce qui est plutôt une bonne chose, pourvu qu'elle s'accompagne quand même de favoriser, de permettre un modèle qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Oui, et qu'il y ait un conseil. Voilà. Donc, et qu'il y ait un conseil en face. Et qu'il y ait un conseil. Et puis, franchement, on s'est retrouvé avec des solutions qui étaient abracadabrantes, j'y arrive. Est-ce qu'il y avait un problème d'opacité avant ? Non, il y a eu une volonté. Alors d'abord, il faut comprendre que c'est des directives européennes. Les directives et les règlements s'appliquent immédiatement, pas les directives, il faut un texte national. Mais les directives, ils visent quoi ? Ils visent à l'Union. Et donc, il y a 27 États membres, à l'époque il y avait 28, il y avait le Royaume-Uni qui n'y est plus, mais il y a 27 États membres, il faut trouver une règle commune aux 27 États membres, tandis qu'il y a des cultures, il y a des modes d'organisation, il y a des modes, alors en matière financière de distribution, des modes de production, des aussi, bien évidemment, cadres fiscaux qui sont parfaitement différents. Il faut trouver un consensus pour que ces 27 États puissent appliquer une règle relativement commune. Or, il s'avère que nous, en France, on a une singularité, c'est qu'on est seul à avoir le statut de CIF tel qu'il est régulé et qui repose sur une transposition des directives MIF. Et donc ça, c'est un point qui est important. On a, en France, les CIF qui sont les conseillers les plus qualifiés, j'ose le dire, en Europe. Et moi, j'ai souvent discuté avec mes homologues européens, et c'est important de le rappeler. Et j'ai bien souvent discuté avec mes homologues européens, et j'étais parfaitement étonné lorsqu'ils venaient au salon Patrimonia, pour ne pas le nommer, le salon de la Chambre, aussi, le Midsummer, dorénavant. Donc, je me suis dit, mais c'est pas incroyable, le dynamisme que vous avez, la palette de solutions que vous êtes susceptible de pouvoir ouvrir et offrir à vos clients. Nous n'avons pas ça dans notre pays. Donc, s'il y a un combat à lancer aujourd'hui, donc c'est effectivement d'avoir le statut de CIF européen, parce que je vous rappelle que le CIF, il est français, et que le CIF ne peut exercer son activité qu'en France et pas en Europe. Battons-nous pour le statut de CIF européen. C'est un superbe point. Je crois que la régulation à l'échelle européenne a ceci de positif, que ça permet de travailler sur un terrain de jeu qui est ça permet de travailler dans tous les États membres de l'Union. Exactement. Nous, on le voit avec Shares, on est PSI. Bien PSI, sûr. c'est un agrément prestataire de services d'investissement. On ne l'a pas sporté dans 27 pays. C'est un vrai atout. Ça met du temps à l'obtenir, mais une fois que c'est fait, c'est une bonne chose. Et effectivement, ça serait souhaitable que les CIF puissent exercer un peu partout. Share peut exercer son activité dans tous les pays de l'Union, comme nous pouvons exercer notre activité
en proposant des solutions d'investissement assurantielles, dans le cadre de la directive LPS dans tous les pays de l'Union. Eh bien, essayons d'avancer pour mettre en avant le statut de CIF européen. Ça, c'est un combat que devra vraisemblablement demain le futur président de la Chambre, et il sait qu'il aura mon appui. Bon, donc ça, c'est l'engagement syndical. Donc, le premier enjeu, il était réglementaire. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cet engagement? Sur l'engagement syndical, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis, à l'issue de ces 6e années, moi qui étais secrétaire général du CGP, qui était présidé par, malheureusement, un ami qui est décédé, Bruno de Guilbon, un grand homme de la profession, un type formidable qui est décédé l'année dernière et qui était un peu un de mes mentors. Bruno était un type un second père pour moi. Allez, allons-y. Donc disons-le, un de mes nombreux seconds pères, puisque mon premier père, mon seul père biologique est malheureusement décédé en 88, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui m'a confié la présidence de l'UCGP. Et l'UCGP, c'est l'Union des conseillers en gestion de patrimoine, qui est en fait un think tank, un lobbyiste au service de l'ensemble de la profession et qui n'est pas un syndicat représentatif de CIF ou de CGP. Mais il réunit en son sein 17 entités que sont des grosses sociétés de conseillers en gestion de patrimoine, donc Cristal bien évidemment, mais aussi des associations qui regroupent des CGP. Et in fine, on a 1100 CIF à peu près, indirectement membres de CGP, 350 cabinets de CGP. Représente un peu plus de 85 milliards de stocks conseillés et pour une collecte supérieure à 15 milliards. Donc, plus de la moitié du marché. Ouais, une grande partie du marché. Et donc, on réfléchit ensemble, j'allais dire, de manière parfaitement transversale avec l'ensemble des associations de CIF ou de courtiers, que ce soit la CNCGP, mais aussi l'ANACOFI, la CNCEF. Nous avons des membres, ou la Compagnie des CGPI, nous avons des membres qui sont de chacune de ces corporations, si je puis dire. Et on réfléchit pour faire avancer, et puis pour pouvoir pousser aussi des idées qu'il est difficile de pouvoir pousser lorsque on co-régule une activité. Nous, on co-régule rien du tout. On a des idées, on veut défendre uniquement un modèle économique qu'on considère comme vertueux, comme je le rappelais antérieurement. Bon, très intéressant. On va suivre cette actualité de très près. On va revenir un peu au business, parce que tu as ces deux casquettes-là, comme tu l'as justement dit. C'est quoi le projet de Victoire ? Victoire est un projet. Alors, Victoire, c'était quoi au départ ? Au départ, on avait, je rappelle, de Wise AM, en 2011, on avait Olivier Goua et Xavier Antonios comme associés. Et puis, on a ouvert le capital en 2015 à la Financière du Capitole, à Cofige, à Venise, qui sont des sociétés de conseil en gestion de patrimoine qui avaient besoin d'un outil, donc société de gestion de portefeuille. Et ça a bien marché. Donc, en même temps, que ce soit Jean-Luc Dessol, Jean-Christophe Francoviac, par exemple, était administrateur de la Chambre. Donc, on travaillait au niveau syndical ensemble, et puis on travaillait dans le business avec, en tant qu'associé actionnaire de cette société de gestion de portefeuille. Et puis on a voulu aller plus loin. Et moi, qui connais bien l'écosystème, qui voyais des opérations de LBO se réaliser... Ça avait commencé. Ça avait commencé. On avait notamment le groupe Cristal, avec Expert et Finance. On avait aussi, bien évidemment, Cyrus, qui avait été un des piliers, un des premiers à avoir fait des opérations de ce type. Mais moi, je n'avais pas la mécanique des LBO. Si jamais je sais dire les domaines dans lesquels je suis bon, je sais dire ceux dans lesquels je ne suis pas bon. Alors j'ai pu conseiller des clients qui faisaient des opérations de LBO sur les incidences personnelles, mais bien à sûr. Structurer un LBO, je ne savais pas. Et là, on retrouve Xavier Antonios qui me présente un garçon qui s'appelle Benjamin Brochet et qui me dit, Benoît, c'était juste avant la Covid, on dit maintenant, c'est passé du masculin au féminin, alors juste avant la Covid, il me présente, c'était un 14 février, donc la Saint-Valentin, je l'ai passé avec Benjamin Brochet et Xavier Antonios, et puis on s'est dit, tiens, il y a un truc à faire, moi je connais l'écosystème, je connais bien le métier, je sais comment on doit avancer, et puis toi tu connais la mécanique des LBO, il avait un passé de banquier, il a travaillé à la compagnie financière de Rothschild, et puis il avait aussi fait des LBO pour un industriel français qui avait fait fortune et qui avait déployé son argent dans la concentration dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques. Donc il y avait une parfaite connaissance de ces mécanismes-là. Et on a dit, OK, go. Donc c'est la réunion des expertise. On y va, je lui présente mes camarades, que ce soit en Covillac, Delsol, Isabelle Cacheux aussi, il ne faut pas que je l'oublie évidemment, Claude et Marion Meunier, et puis on se dit, écoute, on y va ensemble. Et puis nous voilà sur la place. Et bien évidemment, on rencontre Bruno Narchal et Jean-Maximilien Van Kiesel qui venaient de faire une opération avec, à l'époque, Apax, qui est devenu 72. Donc à ce moment-là, eux avaient déjà Cristal. Ils avaient Cristal. Ils avaient fait une opération exceptionnelle avec Expert Finance. Et moi, j'avais bien suivi l'opération et j'avais vu la forte compétence qu'il y avait chez nos amis d'Expert Finance, la réussite
de la reprise de cette entité, et c'était un modèle. Et puis on s'est associés, plutôt que d'être confrontés l'un à l'autre, on s'est dit, on arrive ensemble à couvrir tout le spectre. Eux, ils avaient une compétence très très forte en interprofessionnalité, ils avaient un maillage territorial qui était plus dense que le nôtre, plus élevé que le nôtre. Ils avaient cette expérience réussie de LBO, cette expérience de réussi de structuration d'entité, et puis nous, on avait des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine, et on avait une société de gestion de portefeuille, puisque dans la corbeille de la mariée, il y avait Wise AM, donc qui est devenu Zenith AM, et on s'est associés ensemble, et nous voilà embarqués dans cette nouvelle aventure. Victoire devient la place devient le nom commercial des activités B2C d'Expert Finance et de toutes les entités, les 33 sociétés qui nous ont rejoints, donc depuis 2021. Et nous voilà embarqués dans une aventure qui fait qu'aujourd'hui, on est le leader de la 33 sociétés. 33 sociétés. En seulement 4 ans. Alors, je voudrais vraiment féliciter là encore toutes les équipes d'intégration. C'est extraordinaire. Ouais, on a Benjamin Brochet qui a travaillé de manière exceptionnelle, avec un garçon qui s'appelle Roch Massari qui bosse dans nos équipes. Et puis, avec Guillaume Houdaillé, une nouvelle personne qui nous a rejoint pour nous aider avec l'opération extrêmement structurante de Primonial de l'année dernière. Et on a une équipe pilotée aussi par Jean-Maximilien Van Kiese qui travaille énormément sur ce sujet. Et cette équipe, un dynamisme, une souplesse aussi, parce que relativement mesurée. Et puis à l'aide, bien évidemment, à l'époque qu'est-ce qui explique selon toi qui as vu vraiment cette profession évoluer, pardon, j'arrive plus à m'exprimer. Qu'est-ce qui selon toi explique qu'est-ce qui selon toi explique ce dynamisme aujourd'hui, à la faveur d'une concentration de marché? Parce que tu as vu la profession pendant un certain temps grandir. C'est une profession qui repose sur l'indépendance. On parle de CGPI. Bien sûr. Et tout d'un coup, il y a finalement ces regroupements dont évidemment Cristal est l'un des principaux acteurs. Mais l'indépendance, elle repose non pas sur le fait de se revendiquer comme détenir 100% du capital, mais sur l'indépendance qu'on a dans la sélection des produits et des solutions d'investissement ou de la préconisation qu'on est capable de pouvoir faire à nos clients. C'est ça l'indépendance. Donc, et ça, c'est un point qui est important, qui était un des grands sujets de débat il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est plus. Il y a 2 points majeurs. Le premier point, d'abord, c'est la pyramide des âges. Donc, moi, j'ai 57 ans. Mes petits camarades, ils ont entre 55 et 60 ans, pour beaucoup. Qu'est-ce qui va advenir demain de nos clients ? Qui va pouvoir suivre la clientèle qu'on a constituée et qui est extrêmement satisfaite de nos prestations. Je rappelle que depuis que les CIF existent, la clientèle ne s'en va pas. Je crois qu'il y a le baromètre Cardiff Kantar qui est publié tous les ans qui nous rappelait que plus de 80% des clients de CGP sont prêts à préconiser leur CGP. Donc une clientèle satisfaite. Qu'est-ce qui va venir après ? Donc on a un problématique du pyramide des âges. Et donc on a une problématique aussi de transmission. J'étais prof pendant 15 ans en Subdeco. Dieu sait qu'il est important de former les plus jeunes et puis de pouvoir les former à notre modèle pour qu'ils puissent être des conseillers de grande qualité auprès de notre clientèle passée. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Deuxième point, c'est bien évidemment la régulation. Donc la régulation est complexe. La régulation suppose des outils informatiques compliqués. Alors toi, tu le sais avec ton entité, parce que tu es évidemment plus qu'une fintech. Donc tu es le moteur informatique dont on a besoin pour pouvoir réaliser nos prestations suppose de mutualiser. Et puis, donc cette mutualisation des coûts nous permet de pouvoir servir nos clients à l'aide de solutions informatiques de qualité. Je voudrais juste rappeler que le groupe Cristal, nous, on a une quinzaine de personnes, on a plus d'1,5 million qui sont dépensés tous les ans pour notre informatique en IT. Et puis, je pense qu'on devrait suivre cette tendance, donc qui devrait progresser avec l'évolution de notre chiffre d'affaires, en pourcentage tout du moins. Et donc, on a besoin d'IT. On a besoin d'IT pour répondre aux problématiques de régulation. Et puis aussi, troisième point, on a besoin de se réunir pour être capable de pouvoir proposer à des clients des solutions qu'on n'arriverait pas à proposer si jamais on était seul. Des produits. Je te rappelais, bien sûr, je te rappelais qu'avec 400 millions, si jamais je devais proposer du private equity, que je devais avoir 10 fonds de private equity qui représentent 10% maximum du stock de mes clients, je n'avais pas la volumétrie nécessaire. Aujourd'hui, le groupe, avec 22 milliards d'actifs conseillés, on a la volumétrie. 22 milliards, c'est le chiffre aujourd'hui. Milliards. Ouais, un peu plus même. Donc je vais me faire engueuler parce que je sais pas. Ça bouge trop vite. Ça bouge tout le temps. Non, on a un peu plus de 22 milliards. On est clairement content de ce chiffre, mais ça nous permet surtout de façonner, de manufacturer des solutions
qu'on est capable de pouvoir proposer dans un catalogue qu'on offre à nos 350 CGP, où ils vont puiser en leur sein de ce catalogue les solutions qui permettent de répondre aux aspirations des clients. Quand j'ai commencé ce métier, on vendait un peu de fonds euros, des SCPI et des unités de compte. Aujourd'hui, il y a des produits structurés, il y a du private equity, il y a les LFIT qui vont arriver. Bref, il y a tout un spectre de solutions qui était inimaginable il y a encore une dizaine d'années. Pour pouvoir adresser ces solutions à nos clients, il faut, là encore, reposer sur le principe très très simple de l'union de confiance. Alors Benoît, Maison Laplace, Cristal, Zénith, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les rôles des différentes entités, même si on l'a un petit peu dit, mais bien nous dépeindre, qu'on comprenne bien justement Cristal, le dispositif Laplace à l'intérieur du groupe Cristal. Bien sûr, et c'est vrai qu'on grossit tellement vite que parfois il y a un peu de mélange. Alors en réalité c'est très simple, Cristal est le holding du groupe qui détient 100% de toutes les filiales. 100% de Maison Laplace, qui est le family office que je préside du groupe, 100% de Laplace, qui est la solution B2C qui réunit 350 CGP. Wow. Et je rappelle qu'au sein de Laplace, dont je suis DGD, mais on a deux autres DGD aussi, qui sont bien évidemment, le DG c'est Max, qui pilote ces éléments-là. On a, et notre président Bruno Narcha, notre président bien-aimé, on a Zénith Capital, qui est un broker de produits structurés. On a racheté cette entité qui était pilotée et qui a été créée par Pierre Guis, qui est un type d'une intelligence exceptionnelle. J'adore travailler avec lui, donc avant même, et depuis encore un peu plus, qui détient Zénith AM, bien évidemment, celui qui gère son portefeuille, qui est piloté aujourd'hui par Muriel Taillades, qui est notre nouvelle directrice générale, une ancienne aussi de chez Rothschild, donc directrice générale de Zénith AM, et Quartio. Ça, je n'en avais pas parlé. Ça, Quartio, c'est notre fintech. Elle est à l'origine de Quartio. Celui qui la pilote, c'est Loïc Bochet, qui est un CDMO qui nous vient d'un univers qui est un peu différent, puisque c'est un entrepreneur et qui a piloté aussi des transformations digitales de groupes qui n'avaient strictement rien à voir avec le monde de la distribution financière. Et ça, c'est important aussi. C'est intéressant aussi de mixer des compétences, de mixer des cultures, de mixer des histoires. Donc voilà comment le groupe est structuré. Laplace, B2C, Zénith, B2B, Maison Laplace, Family Office. Et puis, j'allais oublier Primonial. Eh oui, le dernier arrivé. Enfin, le dernier arrivé, parce que je crois qu'il y en a eu un autre depuis. Donc, il y a eu Petit Finance, bien évidemment, une très 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 belle boîte, créée par Dominique Payen, que je connais depuis une vingtaine d'années, un peu plus même, donc qu'on a repris, qui est basée au Mans et qui adresse ses solutions à une population ligérienne, donc des Pays de la Loire, beaucoup, donc que j'aime beaucoup. C'est là dont je suis issu, donc Dominique, je t'embrasse, bravo au petit. Alors attends, justement, donc Laplace, donc qui nous intéresse là, puisque c'est la marque B2C, donc aujourd'hui peut-être les gens qui nous écoutent, qui s'interrogent sur justement quel est le CGP avec lequel ils pourraient interagir au sein de votre groupe. Donc probablement c'est un des 350 du groupe Laplace. Comment est-ce qu'on réussit quand on fait autant d'intégration à avoir cette marque forte? Est-ce que ça présuppose que les nouveaux cabinets qui rejoignent ou qui ont rejoint finalement abandonnent leur marque historique au profit de Laplace? Est-ce que c'est ça le projet? Comment ça cohabite? Ça, c'est une vraie bonne question. Alors je rappelle aussi que Primonial, les conseils Primonial vont rejoindre Laplace. Donc ça, c'est un point qui est important. Le parcours social, je crois, est finalisé et ils vont nous rejoindre prochainement. Laplace, il fallait asseoir une marque. Elle n'existait pas. Et cette marque, j'étais un peu son papa, parce qu'elle repose sur ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'on fait? On a toujours à la croisée des chemins. On prend une direction, on arrive à un carrefour, et puis on prend une autre direction. Donc, un des 8 voies qui est au centre de l'Arc de Triomphe. Donc, où est-ce que je vais? Donc, puis on arrive sur une autre place, et puis une autre place. Et bien, au bout d'un moment, quand on regarde derrière, on se dit, mais j'ai fait tout ce chemin, et ce chemin, c'est ma destinée, et c'est pas l'autre destinée. Ça, c'est un point qui est important. Donc, c'est ce concept de place. L'autre point qui est important, c'est Pierre-Simon de Laplace, que j'adore, qui est un des grands savants français du 19e siècle, qui était ministre de Napoléon et qui avait développé une théorie que tous les physiciens connaissent, où il est allé un peu au-delà de Newton et avait créé une somme qu'il avait remis à Napoléon. Et lorsqu'il remet sa somme à Napoléon, il dit « Monsieur de Laplace, je ne comprends pas. Jamais vous n'évoquez dans votre théorie qui est
évidemment un peu complexe, mais qu'on peut résumer en la phrase suivante, le poids des preuves doit être proportionné à la réalité des choses. Ça, j'adore, c'est cet élément où à l'étrangeté des choses, il y a deux types de versions. Eh bien, quand il remet sa somme, je suis un peu, je dis, mais évidemment, je n'ai pas évoqué la présence de Dieu, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. Et j'adore cette phrase. Et c'est pour ça que Laplace est devenue la marque qu'on a voulu ancrer comme étant un dispositif nouveau. C'est une belle histoire. C'est une histoire qu'il faut rappeler parce que je crois que dans 20 ou 30 ans, on l'aura peut-être oublié. Donc, merci le podcast. Elle est podcastée, elle est enregistrée, on s'en souviendra, elle est archivée. Alors, qu'est-ce qui fait la touche Laplace ? Voilà, moi, je suis client, je vais rencontrer mon CGP qui fait partie de cette maison, ou en tout cas qui fait partie de Laplace, parce qu'on va parler du B2C. Tu dirais que c'est quoi la touche, un peu par rapport à d'autres, parce qu'il y a des choses très bien. Donc, qu'est-ce qui vous singularise dans le parcours, dans l'offre ? On a plein de compétiteurs de grande qualité. Nous, notre singularité, d'abord, c'est le fait qu'on intègre toutes les entités. Donc ça, c'est un point qui est important. Et on les intègre parce qu'on veut offrir à chaque conseiller la faculté qu'il a de pouvoir puiser dans un catalogue de solutions extrêmement variées, mais aussi dans un catalogue de prestations de services extrêmement variées. Je rappelle que le groupe a 25 ingénieurs patrimoniaux, donc c'est quand même relativement important. Je m'en suis occupé pendant 3 ans, maintenant je n'ai plus le temps, donc je fais un peu autre chose. Donc on offre des solutions qui sont à la fois des solutions de produits et de services nationaux et transnationaux. Je rappelle que Cristal avait une implantation internationale. Donc, Bruno Narchal avait créé un groupe qui adressait des solutions essentiellement aux Français installés à l'étranger. On développe ça. L'international, c'est un point qui est important. C'est un gros sujet depuis la dissolution. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions, je crois. Donc en plus, c'est un vrai atout. Mais bien sûr, et puis on le sait tous, on a plus de 3,5 millions de Français qui sont inscrits en tant que Français de l'étranger. On a tous des enfants qui poursuivent des études. Alors toi, je sais que les tiens sont plus jeunes, mais moi les miens, ça sera le cas. Ils vont vivre à l'étranger. Donc on a aujourd'hui une porosité des frontières. Et tant mieux, on a des mutations qui peuvent se faire dans l'ensemble du monde. On a quand même... Je ne sais pas où est-ce qu'on ira avec la politique trumpiste actuelle, mais vraisemblablement, la mondialisation devrait un peu se resserrer, mais on a quand même aussi des ouvertures internationales. Et ces ouvertures internationales, il faut pouvoir servir un client français dont les enfants sont allés s'installer en Australie. Donc, ça, sur l'international, Laplace a une singularité, un vrai atout. Mais surtout, pour tous, puisqu'on n'a pas tous des enfants qui vont vivre en Australie, donc on est capable de couvrir tout le spectre des solutions en structuré, en unité de compte, j'allais dire, côté classique. En non-côté, bien évidemment, on est capable de pouvoir créer des choses intéressantes. En pierre-papier, je sais qu'il y a des problématiques. On a une équipe d'analyse de SCPI de grande qualité pilotée par Thierry Sévoumian. On est content, un ancien de la Française, un vieux de la vieille comme moi un peu, et un type de grande qualité qui pilote ces éléments-là. Bref, on est capable d'avoir les meilleurs qui adressent des solutions à destination des CGP pour leurs clients. Et ça, c'est notre singularité. Et on a le même catalogue qu'on soit un CGP installé à Rennes ou un CGP installé à Marseille. Ça, c'est un point très clair. Bon, alors maintenant, on parle un petit peu de la profession et de son évolution. Donc, on a bien dépeint ton rôle dans la construction de cette profession, dans la concentration avec le groupe Cristal Laplace. Comment tu vois les choses évoluer pour cette profession ? On est une profession qui est en devenir. Je rappelle que nous, on a entre 12 et 15% de part de marché. Ça veut dire qu'il y a 85 à 88% de parts de marché qui ne sont pas servis par des CGP. Donc on a un spectre qui est important de conquête de clientèle. Au Royaume-Uni, c'est plus de 60%. Donc on est un peu en retard là-dessus. Donc on a un boulevard, si je puis dire, pour pouvoir continuer à avoir des conquêtes de clientèle. Le point qui est important, c'est de toujours avoir la faculté, et je rappelle qu'on avait une régulation en tant que CIF qui était de qualité, de bien être certain de pouvoir avoir toujours, de préserver la qualité de cette régulation. Et ça, c'est un point qui est important. Les chambres syndicales travaillent beaucoup. Quand je dis chambres syndicales, c'est les associations que sont notamment la CNCGP. Donc ça, c'est à la fois une conquête à établir dans le cadre d'une régulation qui est adaptée et de pouvoir transposer cette régulation, c'est le troisième point, au niveau européen. J'en parlais, l'idée de CIF européen est un élément dont je débat avec mes interlocuteurs. Je m'occupe un peu d'affaires publiques aussi pour le groupe, même beaucoup. Et donc, je vais pousser cette idée en liaison avec notamment la CNCGP. Oui, moi, c'est un point important. Je crois que les gens qui nous écoutent ne réalisent pas à quel point le potentiel est énorme. Et il y a un exemple que j'aime bien, moi, c'est celui du PEA, par exemple. En France, il y a à peu près 110 milliards d'euros en PEA.
Et à ma connaissance, il y a un peu moins d'1 milliard, donc de ces 110 milliards, qui est finalement conseillé, qui est géré par un CGP ou un CIF. Ce qui veut dire qu'il y a 109 milliards d'euros qui sont sur des PEA, et on peut imaginer qu'une grande partie de ces 109 milliards ne sont pas gérés, génèrent rien. Et ça, c'est que l'exemple du PEA, mais il y en a plein, c'est sans parler des comptes courants. Donc il y a une vraie opportunité, je pense, pour les CGP et les CIF à aller chercher justement cette clientèle pour l'accompagner. Est-ce que c'est une des stratégies ? Bien sûr, donc et tu as raison sur le PA, c'est une enveloppe qui est malheureusement peut-être pas assez connue, où on s'endort dessus. Moi j'adore le PA. Donc, Bah oui, c'est un formidable outil, donc, qui date de 92, donc quand même un des vieux outils français qui doit être utilisé pour donner l'épargne vers l'économie réelle aussi, parce qu'on investit quoi dans le PA ? Que des actions. Hein. Donc, et ça aide qui ? Nos sociétés. Ça renforce les fonds propres de nos sociétés, ça aide au développement de nos sociétés. Je dois rappeler aussi qu'il y a le PEA-PME, qui n'est pas assez développé. Bien sûr. Donc, il faut pouvoir là conseiller des clients qui sont un peu perdus dans l'univers du possible. Il y a tellement de choix. Comment vais-je pouvoir faire mon choix dans la multitude de produits d'investissement financier, voire même de titres vifs qui me sont proposés. Là, du coup, il y a un vrai conseil à établir, et tu as raison. Le PA, il faut pouvoir... le PA qui est ouvert à l'Europe depuis quelques années déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui n'est pas encore accompagné par un CGP, mais qui serait éligible, c'est-à-dire qu'il a un peu d'économie de côté, et qui a, pour des raisons X ou Y, n'y est pas allé encore? Pourquoi il faut aller voir un CGP? Il ne faut pas hésiter à aller nous voir, parce que d'abord, c'est gratuit. Donc, la première des... C'est un bon argument, ça. Non, mais évidemment, on vient nous voir, c'est gratuit. Il faut nous voir pour essayer d'établir un diagnostic en fonction d'objectifs. Et si on n'a pas d'objectifs, c'est d'aider à les formaliser. Donc, le CGP est là pour aider à formaliser des objectifs et à mettre en adéquation des solutions entre les besoins, les objectifs et, bien évidemment, les solutions qui sont susceptibles de pouvoir être mises en place pour ce client. C'est gratuit, ça. Ça ne coûte rien. Donc, venez nous voir, ça ne coûte pas cher. C'est gratuit. On est capable de pouvoir ouvrir le champ du possible, tandis que j'aime beaucoup nos amis banquiers, donc j'aime beaucoup nos agents généraux, mais c'est généralement cantonné à un univers, un spectre de possibilités qui est inférieur à celui que nous, on peut avoir. Et puis le ticket moyen, il est relativement faible. Hein. Je rappelle que pour les CGP, le ticket moyen est inférieur, l'encours moyen conseillé est inférieur à 150 000 euros. Donc c'est pas adressé aux plus aisés de, nos concitoyens. Même si, en ce qui me concerne, je m'occupe plutôt des gens qui sont un peu plus aisés, mais qui peuvent plus, peu le moins, et donc bien évidemment. Et c'est vrai que sur les PEA, il y a belle endormie, il y a beaucoup de capitaux qui sont pas assez déployés, qui sont pas assez utilisés, qui parfois sont en cash, complètement stupides. Donc utilisons, alors faisons-en une cause nationale, donc aussi pour drainer l'épargne des Français vers l'économie réelle à l'aide des PEA. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne chose de réinsister toujours sur ça. On n'est pas nécessairement il n'est pas nécessaire d'être très riche. Bien sûr. Pour avoir affaire à un CGP, pour aller voir un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, dès le premier euro, hein, il faut commencer à penser à son patrimoine, bien sûr. Mettre de côté, à trouver des bonnes solutions. C'est le futur de votre futur, le futur de vos enfants qui est en jeu, et je pense que les gens ne réalisent pas que le recours à un CGP est gratuit. Bien sûr, voilà. Le premier rendez-vous, il est gratuit. Deuxième aussi, à un moment donné, il va falloir matérialiser les opérations en parfaite transparence. On en parlait, les rétrocommissions. Les rétrocommissions, on explique comment on gagne notre vie. On gagne notre vie sur la marge de la banque et bien évidemment, c'est disclosé et il sait combien on gagne. Mais il sait combien on gagne pour un vrai service. Je voudrais juste revenir sur un point qui est important. Ça, c'est dans le rapport FRACIF de l'AMF qui est publié tous les ans. Sur 150 000 euros, qui est l'encours moyen qui est conseillé à un CGP, eh bien, en tant que CIF, ça correspond, les rétrocessions auprès de son conseiller, au prix d'un abonnement d'un téléphone portable de dernière génération mensuel. C'est vrai. Pas énorme. C'est pas énorme. Donc, si on n'est pas capable de dépenser 80 euros pour avoir un vrai conseil, ça pose des problèmes. Bon, alors malheureusement, c'est passionnant, mais on arrive un peu à la fin de cet échange, de ce podcast. Mais je voulais quand même parler d'une de tes passions, puisque quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé quasiment tout de suite de rencontres autour de cette passion, la voile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la voile? La voile, une école d'humilité d'abord. Donc, non, la voile, bien sûr, ça a bercé mon enfance. La première photo de moi, celle du moins qu'on a retrouvée dans les archives de la famille, je suis obligé de parler d'archives à 57 ans, c'est horrible. Donc, c'est une photo de moi attachée au pied
pied du contrebreton que mon père avait. J'ai un frère jumeau avec mon frère jumeau à côté. Et donc, il n'y a pas de photo de moi à quatre pattes. Il y a une photo attachée au pied d'un mât pour pas, bien sûr, tomber à l'eau. Donc ça a toujours bercé ma vie. Mon engagement dans la voile, il était aussi d'aider des marins, des talents à pouvoir avoir des sponsors. C'était le cas avec Sébastien Rogue et Plumonial. Donc, je remercie encore Stéphane Vidal d'avoir bien accepté le choix exceptionnel de ce marin d'exception, puisqu'il a quand même... C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tu as présenté Sébastien Rogue. À Stéphane Vidal. À Stéphane Vidal de Primonial. À l'époque, tu n'étais pas actionnaire indirectement via le groupe Cristal de Primonial. C'était purement ce qu'on appelle la serendipity. Ouais. Et puis finalement, des années plus tard, la partie distribution de Primonial rejoint le groupe avec BID. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un élément qui est important. Et ouais, c'est une petite histoire du destin. Comme ça. Et ça, c'est toujours c'est très marrant. J'ai un bateau qui a gagné les Jeux Olympiques avec des copains. On partage un bateau qui a gagné les Jeux Olympiques en 1928, qui s'appelle L6, qui appartenait à la barre duquel il y avait Virginie Herriot, la grande dame du nautisme français. Eh bien, ce bateau, il sert à un truc. Moi, j'ai découvert le bateau sur un bateau qui s'appelle Moonbeam, qui est un 35 mètres, un plan 5 magnifique. Donc, j'étais équipier pendant des années, invité par le propriétaire. Et L6, il sert juste à une chose, eh bien, à faire naviguer des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ce type de bateau. Et chaque fois que je navigue sur L6, il y a 1, 2, 3 jeunes dont le rêve est de venir sur ces bateaux. Eh bien, je veux transmettre cette passion. C'est ça qui m'aime. Je les embarque et puis je transmets ma passion. Comme moi, mon père m'a transmis sa passion et comme des amis m'ont fait partager leur passion de la voile classique sur Moonbeam. Et tu arrives à sortir assez souvent en mai ? Là, il est en réflexion, donc on a quelques petits problèmes de bordée. C'est des bateaux en bois, donc j'espère qu'il va être à l'eau pour cet été. C'est un bateau qui est monument historique, et donc là aussi, il y a l'architecte des bâtiments de France qui est obligé de donner son coup de tampon pour qu'on puisse conserver ce label national qui est celui de monument historique. Donc je ne suis pas sorti beaucoup ces derniers temps, mais je navigue sur les bateaux de copains auprès desquels j'essaye de montrer les compétences que je peux avoir en la matière. Elles sont faibles, je ne suis pas un professionnel, mais en tout cas, je suis un passionné. Benoît, merci infiniment pour cet échange. C'était passionnant. On aimerait que ça dure plus longtemps. Est-ce que en clôture, je n'ai pas vu le temps passer. Pareil. Est-ce qu'en t'es un affreux Jojo, tu me fais pas perdre mon temps. Mais j'ai l'impression que je vieillis plus vite à cause de toi. Écoute, on fera une deuxième édition alors de grand cet plaisir. échange. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus juste sur où on te retrouve, s'il y a un lieu que tu aimes, je sais pas, un social network, LinkedIn. Alors il y a sur LinkedIn, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr. Tu es actif sur LinkedIn, toi. Ouais, j'essaye, donc et j'adore LinkedIn, mais ça fait un moment. Alors quand j'étais président de la Chambre, j'arrêtais pas de dire allez sur LinkedIn, mais regardez, on apprend plein de choses. J'aime bien LinkedIn. Il y a We Are aussi, donc le club dont je suis membre, où j'aime bien, qui est piloté par Eric Newton, un type exceptionnel aussi, qui là encore fait rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas s'il n'y avait pas ce lieu-là. Et puis venez me voir à la Baule aussi, au Yacht Club de la Baule ou au Yacht Club de France à Paris. Donc vous serez toujours bienvenus. Et puis vous aurez, si vous êtes passionné, vous aurez la chance de partir sur des bateaux qui ne sont pas naturellement les vôtres et qui ne sont pas naturellement le mien non plus. C'est ça qui est bien, c'est on ouvre, on partage, on discute et on mixe les populations ensemble. J'adore. Très bien. On va te suivre de très près dans tous ces lieux. Merci beaucoup. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt.